Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On jase de toi. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de m'entretenir avec André Baudin qui a été et qui est toujours un personnage très important à Grande-Rivière et qui est aussi mon grand-père. C'est donc pour cette raison-là que je vais me permettre de le tutoyer pendant l'entrevue. André Baudin, grand-père, ça va bien? Bonjour Michel, oui, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Oui. Merci de nous accueillir ici chez vous, là, à la coopérative d'habitation Laster, un endroit qui a une signification importante pour vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, de l'historique de la bâtisse dans laquelle on se trouve? Disons que la bâtisse dans laquelle on se trouve, c'est le résultat de plusieurs démarches d'un groupe de citoyens et citoyennes je dirais, de Grande-Rivière, mais aussi de l'est de la MRC du Rocher-Percé. Et à compter de 2001, on commençait à se poser des questions sur le manque de logements pour des personnes âgées encore autonomes. Et de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de monde qui se sont groupés autour de ce noyau-là au départ, qui nous a amenés en 2004 à former une coopérative. Et là, entreprendre des démarches vers une construction neuve, vers l'achat d'un bâtiment qui avait été fermé en 1999 à cause de la grève à Gaspésia, pas de la grève, mais de la fermeture de la Gaspésia, le 149 de Bellefeuille. Et finalement, on a pris la décision de faire une construction qui est le résultat. Le résultat, on est dedans aujourd'hui, qui est la coopérative d'habitation Laster sur la rue du Parc. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une coopérative, pour vous, pour tous les membres fondateurs, d'avoir une coopérative au lieu de n'importe quelle autre sorte d'habitation? Oui, on avait le choix entre différents modèles de corporation. Celle, disons, qui nous a attiré le plus, d'abord, c'est que Roland Paradis, qui était un collaborateur qui demeure à Terrebonne maintenant, qui a travaillé de très près avec nous autres jusqu'en 2005, jusqu'à son départ de Grande-Rivière, a été président de la Caisse populaire. Donc, c'était un coopérant dans l'âme, Roland Paradis. Et on a fait en même temps appel au groupe ressources en logement collectif de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine à Gaspé. Deux madames à qui je rends hommage, Marie Houd et Mélanie Dufresne, qui ont travaillé avec nous autres sans nous lâcher, avec des bons conseils. Puis, le rapprochement de la Caisse populaire de Grande-Rivière et du groupe ressources a fait en sorte qu'on a trouvé que la formule coopérative, c'était celle qui était la plus rassembleuse et qui pouvait avoir le plus de poids dans notre démarche auprès des instances gouvernementales pour faire accepter notre projet. Et c'est comme ça que la coopérative a été formée en 2004. Puis vous êtes entré ici, en fait la bâtisse a été terminée, la construction a été terminée en 2008, vous êtes rentré à la fin de l'année 2008. C'était quoi ton rôle, toi, tout au long du projet, même après la construction, après que la construction s'est terminée? À partir de 2004, j'ai été élu président de la coopérative. Et là, disons, quand la bâtisse ça a été décidé qu'on construisait, ben là, avec d'autres personnages, dont Gilles Lebreu, qui est décédé malheureusement depuis, j'ai joué le rôle un peu de directeur de la coopérative, en surveillant la construction. Puis, pas parce que moi j'avais des connaissances en construction, mais avec l'entourage qu'on avait, on avait des gens de différentes compétences dans notre groupe, ce qui a fait qu'on a pu suivre cette construction-là puis la faire à notre goût, selon nos aspirations, selon nos besoins aussi. Puis au moment où on se parle, ça fait moins de 2 semaines que tu n'es plus président de la coopérative. J'ai toujours le goût de te vous voyer, mais je vais te tutoyer. Ça fait très peu de temps que tu n'es plus président. Ouais. Es-tu satisfait de tes années à la présidence de la coopérative? Oh, ouais, je suis satisfait. Disons, j'ai eu beaucoup de collaborations, tant dans les membres de la coopérative, auprès des membres de la coopérative, que dans les partenaires, on va dire à Grande-Rivière, qui sont particulièrement la Caisse populaire, qui nous a toujours, d'abord qui a été notre parrain au départ, puis qui nous a toujours appuyés, soit par leurs conseils ou soit par, des fois, financièrement. Disons que je suis satisfait parce que j'ai donné ce que je pouvais donner à la coopérative. Je reste un membre actif à la coopérative. Le nouveau conseil d'administration
n'a pas hésité à me donner une job pour que je reste actif. Parfait. Puis en terminant avec la coopérative, il y avait une anecdote ou un moment que je voulais parler, c'est la construction de la bâtisse La Rive, qui est juste en face d'ici, que vous avez contribué là, ici à l'Astor énormément pour que cette réalisation-là ait lieu. Disons que moi, personnellement, j'ai participé au premier comité de financement de ce projet-là, qui s'appelait Résidence pour personnes âgées autonomes de 75 ans et plus, ou en perte d'autonomie, en légère perte d'autonomie. Puis au moment où on a obtenu le terrain ici, qui est l'ancien terrain de jeu de la commission scolaire, puis qui avait été utilisé par la municipalité, quand on a obtenu ce terrain-là, il a été entendu qu'on garderait une partie du terrain pour un futur projet qui s'est réalisé quand même quelques années après, là. Et on a collaboré de la manière suivante, c'est qu'on a participé, disons, à l'élaboration des plans. On a participé aussi en faisant le don du terrain. C'est un terrain qu'on avait acquis, qu'on avait payé, nous autres, à la coopérative d'Aster. Et on a donné le terrain. Puis pour moi, c'était un geste qui était dans la continuité de la mission de ce terrain-là, qui est un terrain à vocation communautaire. Alors voilà, sur le terrain de jeu de la commission scolaire, il y a deux édifices importants dans Grande-Rivière, l'Aster et La Rive. À l'émission Aujourd'hui de toi, normalement, on parle de l'histoire de la personne depuis sa tendre enfance. On a commencé par le présent, mais on va faire un saut dans le temps pour revenir à ton enfance dans les années 40, les années 50. Peux-tu nous parler un peu de ton enfance, de ta relation avec ton père? Je sais que tu étais très proche de ton père, là, très jeune. Ouais, ben moi, j'ai vécu dans une famille où il y a eu 5 enfants. D'abord, mon père s'est marié 2 fois. Du premier mariage, j'avais une fille qui a fait sa vie à Gaspé, la famille Morin à Gaspé. Mais elle n'a jamais vécu, disons, dans mon enfance, elle n'était pas là, elle était à Gaspé. Moi, j'ai vécu avec 3 sœurs, je suis le seul garçon dans la famille, c'est ce qui fait que j'ai eu une relation un peu particulière avec mon père. Chez nous, ma mère était celle qui tenait les cordeaux. Mon père était un peu plus permissif, puis particulièrement pour son garçon. Sans délaisser ses filles, mais j'étais très proche de mon père. Mon père a fait toutes sortes de choses dans sa vie, puis je suis toujours resté à côté de lui, il m'amenait partout. Ce qui fait que j'ai gardé de mon père un souvenir assez particulier. Mon père, juste une anecdote, mon père m'a montré à conduire, j'avais 9 ans. La coutume. Et à 10 ans, il m'a laissé conduire dans le chemin. Mais à ce moment-là, c'était un peu comme permis. Les permis de conduire, à ce moment-là, tu obtenais ça quand tu avais 18 ans. Je me demande si c'est pas 21 ans. Non, c'était à 18 ans. Puis, alors, l'autre chose aussi que je retiens de mon père, c'est que chez nous, on avait, comme tout le monde à cette époque-là, on avait une fermette. Quelques vaches, des poules, puis tout le monde avait un cheval. Puis chez nous, mon père avait eu un pouliche, un poulain. Puis il avait appelé Nelly pour se moquer d'une de mes tantes. Puis Nelly, ben, il y avait moi qui pouvais l'approcher, puis mon père. Mon père m'a montré à faire de la selle. Puis, alors tout ça mis ensemble, j'avais une relation particulière avec mon père. Comme je te dis, ma mère représentait plus la sécurité, puis quand on avait de la peine, on allait se jeter dans les bras de maman. Mon père aurait eu de la misère parce que probablement qu'il aurait pleuré lui aussi. Justement, tu disais qu'à 9 ans, tu as commencé à conduire, c'est quand même jeune, mais à 13 ans, tu quittais déjà la maison pour aller au séminaire à Gaspé pour poursuivre les études. Oui. Ça, c'était une belle période de ma vie parce que, c'était mon adolescence que j'ai passée, je veux dire, entre 4 murs, là, parce que les pensionnaires, à ce moment-là, allaient jusqu'à l'âge 18-19 ans. On partait de chez nous au mois de septembre, on revenait au mois de décembre, on repartait au mois de janvier, puis on revenait au mois de juin.
Mais c'était la période de formation, qui m'a permis de connaître des gens de toute la région de la Gaspésie, qui sont restés des amis. Plusieurs, malheureusement, sont décédés aujourd'hui. Mais c'était le départ de la maison à 13 ans. Aujourd'hui, quand on voudrait faire ça, là, ce serait difficile. À ce moment-là, j'étais peut-être plus dans les mœurs que le cours classique. Il y a plusieurs jeunes qui s'en allaient vers le cours classique, donc il fallait s'en aller vers Gaspé ou vers Rimouski. Puis durant ces années-là, pendant l'été, c'est des voyages à l'île d'Anticosti pour travailler. Des épreuves qui ont dû être formatrices pour toi? Ben, je pense que mon père avait décidé à un moment donné, il ne voulait plus à l'école, moi j'avais 15 ans, puis il ne voulait plus à l'école, fait qu'il m'a dit c'est quoi que tu vas faire? Ben, j'ai dit je vais travailler. Il va travailler où? Je vais travailler avec toi. Il n'a pas répondu. Et 3 jours après, il m'avait trouvé un job à l'île d'Anticosti. Il avait trouvé quelqu'un disons, pour me parrainer à l'île d'Anticosti. Fait que je suis allé à l'île d'Anticosti, me retrouver d'abord l'île d'Anticosti. La nature, c'était un paradis. Sauf qu'à ce moment-là, c'était de l'exploitation forestière exclusivement à l'île d'Anticosti. Il n'y avait pas de touristes là. Puis j'ai appris à travailler. J'ai appris à me servir d'une scie mécanique, ce que je ne savais pas faire. Puis d'été en été, disons, j'ai monté en grade pour finalement me retrouver comme patrouilleur routier. Alors, on m'a confié une camionnette, ça c'était le bonheur total. C'était des belles années où j'ai la reconnaissance de mon père d'avoir fait ça parce que j'étais trop attaché à lui, puis il m'a montré que dans la vie, il fallait faire d'autres choses, il fallait se détacher du milieu familial, puis de prendre des initiatives. Les Anticosti, c'était une belle expérience. Puis au séminaire aussi, ça a été tes premiers pas en politique, première fois président de la classe. Est-ce que tu avais toujours cet intérêt-là pour la politique, même très jeune à cet âge-là? J'ai été élevé dans un milieu politique. Mon père, c'était probablement que mon père avait eu une instruction et il aurait probablement été beaucoup plus loin en politique. Mais il était très proche d'un parti politique, ce qui fait que moi, naturellement, disons, je le suivais. Fait que, alors, quand je suis arrivé au séminaire de Gaspé, je pense qu'à la 3e année, j'ai été élu président de la classe, puis je suis resté président de la classe quelques années. Puis à la fin, j'ai été président des étudiants du séminaire de Gaspé. Puis pour faire ça, il fallait faire des campagnes électorales, des mini-campagnes électorales. Alors, je me suis pratiqué. Puis ça m'a servi. Puis il y avait l'anecdote aussi pendant ta campagne électorale au Cégep avec les Canadiens de Montréal. Il y avait des petites permissions qui avaient été permises aux étudiants pour écouter les Canadiens. Ah oui, ben on développe dans la vie, on développe toutes sortes de tactiques. Hein. J'étais responsable, la dernière année que j'étais à Gaspé, l'année où il y a eu cette campagne électorale-là pour devenir président des étudiants, j'étais surveillant d'un groupe de jeunes. Un dortoir. Ça n'existe plus aujourd'hui, là. Il y avait 100 jeunes dans le dortoir. Alors, pour les attirer dans mon clan électoral, je leur ai promis un soir de leur faire écouter ce qui était absolument défendu, de leur faire écouter la partie des Canadiens, avec une petite radio à batterie dans le milieu du dortoir. Puis, évidemment, le résultat était bon parce que je pense qu'ils ont tous voté pour moi. Chacun ses techniques pour réussir. Fait que là, le séminaire, c'était une bonne partie de ta vie. Après ça, tu as quitté la Gaspésie pour aller à Montréal pour les études, le travail, mais ça n'a pas été long avant de revenir au Bercail pour l'enseignement. Au départ, tu es revenu en Gaspésie à Grande-Rivière pour l'enseignement. Comment tu as pris cette décision-là de revenir à Grande-Rivière? En tout cas, dans la vie, là, hein, il y a des choses inattendues. Hein. Moi, l'année 64, là, c'était une année de changement dans ma vie. D'abord, je courtisais Lise, mon épouse. Puis on avait décidé de se marier en 64. Mais elle avait un poste d'enseignante. On était tous les deux à Montréal. Elle avait un poste d'enseignante. Moi, j'avais un poste de travail-études avec la compagnie Simcoe. Puis, un soir, je vais chercher mon cousin
qui était en congrès au Reine-Élisabeth. Je vais le chercher au Reine-Élisabeth, puis je rentre dans le hall d'entrée. Et dans le hall d'entrée, mon cousin est là. Mon cousin, c'est le juge Joe Duguay, qui est décédé, qui était marié avec ma cousine. Il était en train de jaser avec M. Gérard Méthode, qui était président de la commission scolaire, puis M. Willie Bird, qui était directeur de l'école secondaire à Grande-Rivière. Puis à ce moment-là, il manquait de professeurs en Gaspésie. Fait que, eux autres, ils me proposent tout bonnement comme ça, on a dit pourquoi tu n'en viens pas enseigner à Gaspésie? Moi, j'avais jamais pensé d'enseigner de ma vie. Moi, j'étais aux études commerciales, stage travail-études. J'étais loin de l'enseignement, de la pédagogie. Puis on dit ça va te donner 5500 $ par année. Et là, les yeux m'ont ouvert. Mon père commençait à être malade, il m'appelait de temps en temps, puis il me disait pourquoi tu ne reviens pas, puis bon. Alors là, je parle de ça avec Lise. Puis je dis, qu'est-ce qu'on fait? On décide assez rapidement qu'on s'en vient en Gaspésie. Puis on se marie. Et là, on commence à enseigner. Lise trouve un poste d'enseignante à Grande-Rivière, au rang Saint-Hilaire, dans une petite école. Là. Puis moi, à l'école secondaire. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'enseignement. Fait que j'ai remercié après, puis j'ai remercié encore aujourd'hui, quoi, qu'ils sont disparus les deux, là. M. Gérard Méthode et Wally Berg, finalement, qui n'a jamais été mon directeur parce qu'il a quitté Grande-Rivière dans l'été pour s'en aller à Matane. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'enseignement. Ça a été des belles années d'enseignement pendant les... Au secondaire, écoutez, j'avais 22 ans. J'ai retrouvé là, au collège de Grande-Rivière, j'ai retrouvé des compagnons, Roland Paradis en particulier, que j'avais connu à Gaspé, Marcel Coulombe, Raymond Carré, Romuald Boutin, puis un certain nombre d'autres. On avait tous le même âge. Fait que quand on enseignait à des élèves secondaire 5, là, ben, il y avait pratiquement notre âge. Fait qu'on était comme... c'était des belles années parce qu'on était des chums, puis on jouait à la balle ensemble, on jouait au hockey ensemble. C'était vraiment beau. Puis on avait un directeur qui était nouveau aussi, qui arrivait dans l'école, qui est M. Claude Mainville, qui est toujours à Grande-Rivière. Puis, tu sais, qui acceptait, tu sais, que cet esprit de camaraderie-là s'installe dans l'école entre les enseignants puis les étudiants. Puis après l'enseignement, il y a eu une période de conseiller pédagogique, ensuite de directeur d'école. Tu es devenu directeur d'école après ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait même quand tu étais enseignant, de peut-être devenir directeur ou gravir les échelons pour... Moi, je suis arrivé directeur d'école par hasard. J'avais jamais pensé d'être directeur d'école. J'étais conseiller pédagogique et mon bureau principal était à Gaspé. J'étais la régionale de la péninsule. Alors, je me promenais de l'école polyvalente de Grande-Vallée jusqu'à l'école secondaire à Gascon. Puis, à un moment donné, la construction de la polyvalente Pouliot à Gaspé, il y avait un conflit à l'intérieur entre la section anglophone et la section francophone. Puis, il y avait de la misère à trouver un directeur. Mon patron me dit tu vas faire ça, toi? Là, j'ai écarquillé les yeux, puis à un moment donné, il m'a dit t'as pas le choix. Et là, en même temps, il s'ouvrait un poste de directeur au primaire à Grande-Rivière. Et le directeur général de la commission scolaire à Grande-Rivière, c'était un chum, c'était Marcel Coulombe. Alors, j'ai appelé Marcel, puis j'ai dit à Marcel, j'ai-tu des chances? Alors, il m'a dit, oui, tu as des chances. Alors, au lieu de me retrouver à la polyvalente à Gaspé, je me suis retrouvé directeur d'école ici, au primaire. Et là, c'était vraiment des belles années. J'étais avec une belle équipe qui m'ont supporté parce que le primaire, je n'avais pas d'expérience au primaire. Puis, c'était une belle expérience. Vraiment des belles années où on a ouvert l'école au milieu sportif, au milieu culturel. On a passé des belles années. Puis après, c'est t'as René Lévesque, puis dire qu'il est à la droite de M. Bourassa, François Mitterrand. Mais même pendant cette période-là, il y avait aussi la politique qui était un peu
que tu avais un peu derrière la tête, mais tes premiers pas en politique n'ont pas été faits à ce moment-là, comme on a mentionné tantôt, ça avait commencé au séminaire, mais tu avais aussi fait des discours pour des politiciens pendant que tu étais au séminaire au début des années 60 pour Alex Antier, Dr Fortier, si je me trompe pas. Dr Fortier, oui, en 62. En 62, le hasard a fait aussi que mon premier discours politique au Dr Fortier, je l'ai fait à Cap-des-Rosiers, le lieu de naissance puis de la famille de Lise, chez M. Rifou. Il n'était pas nécessairement des Rouges. Et j'ai un bon souvenir de ça. Puis ensuite, en 63, l'élection fédérale avec Alex Antier, ça a été une belle expérience aussi. Mais c'est là que ça a commencé. Ça a confirmé la passion un peu. Oui. Puis ensuite, justement, quand tu étais au collège, tu étais conseiller municipal, ensuite tu es devenu maire de Grande-Rivière. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là en politique municipale? Politique municipale, disons que ça m'a ouvert des horizons, la politique municipale. D'abord, il y avait une bonne équipe au niveau du conseil municipal. J'ai vécu au conseil municipal la fusion de Grande-Rivière Est avec Grande-Rivière Village, d'une part. Ensuite, en 1974, j'ai vécu la fusion de Grande-Rivière avec Grande-Rivière Ouest et Petit-Pavot. C'était comme des modèles de fusion au Québec. Et je me suis retrouvé maire de cette nouvelle ville-là en 1976. C'était une période, disons, où j'ai appris beaucoup. Puis je garde un excellent souvenir de ça. Je garde un excellent souvenir des collègues aussi, parce que c'était pas facile de faire l'unification de ces populations-là au niveau municipal. Puis on a quand même fait pas mal de choses. Une chose dont je suis fier, c'est que d'avoir instauré à la municipalité de Grande-Rivière, à la ville de Grande-Rivière, la responsabilité partagée des tâches avec les conseillers municipaux, puis l'imputabilité financière. C'est-à-dire que chaque conseiller municipal avait une responsabilité d'un secteur d'activité de la municipalité avec la responsabilité du budget. Ce qui n'était pas dans les rues à ce moment-là du ministère des Affaires municipales, mais finalement, aujourd'hui, plusieurs années après, peut-être 40 ans après, c'est installé dans toutes les municipalités, ça, la responsabilité de partager des activités d'une municipalité. Puis il y a d'autres réalisations que tu es fier pendant tes années à la mairie? Disons qu'il y a le parc industriel de pêche à Grande-Rivière, où la municipalité a participé beaucoup. On a fait des installations sanitaires pour ça. Une chose dont je suis fier aussi, c'est le partage de l'eau potable de Grande-Rivière avec Sainte-Thérèse, qui est construction de l'aqueduc. L'eau de Sainte-Thérèse vient de Grande-Rivière. À ce moment-là, disons que moi je pense que c'est les grosses choses. Le service d'incendie aussi qu'on a partagé avec Sainte-Thérèse. On a mis en place, durant les années que j'ai passé à la mairie, on a mis en place un certain nombre de choses qui ont fait que la ville de Grande-Rivière se démarque dans la MRC de Rocher-Percé. Autant dans tes années comme conseiller municipal que dans ton mandat comme maire, tes 3 mandats comme conseiller, ton mandat comme maire, tu n'as pas eu d'élection. Tu as été élu sans opposition à chaque fois. Ce qui veut dire que ta première campagne électorale officielle a été 5 ans plus tard, quand tu t'es présenté pour devenir candidat libéral dans le Gaspé. Puis je pense que c'est une des plus belles expériences que tu as vécues en politique. Alors ça a été l'expérience de ma vie, la campagne pour obtenir la candidature du Parti libéral dans le comté. Mon adversaire était l'ancien maire de Gaspé, qui était un homme bien connu, mais avait tellement une bonne organisation autour de moi qu'on a gagné haut la main. On avait vendu dans le comté, durant cette période-là, qui a duré peut-être 6 semaines, 3500 cartes de membres pour le Parti libéral. Il y en avait à peu près 75 en moyenne. Alors, 3500 membres. On avait organisé, justement, un gars que je ne pourrais jamais oublier, qui était directeur des transports
pour la partie sud de la commission scolaire. Quelqu'un que Alain connaît bien, Adrien Cauvier, qui avait organisé le transport de Mont-Saint-Pierre à Newport avec les entrepreneurs d'autobus scolaires. Les autobus scolaires dans la cour de l'aréna de Rivière-au-Nord, comme il n'y en avait jamais vu. Alors ça a été une belle expérience, puis surtout, disons, le ralliement après. J'ai gagné haut la main, là. On a gagné haut la main, parce que si j'avais pas eu l'équipe autour de moi, là, c'était le beau moment de ma vie politique, puis à l'intérieur même de mon parti. Parce que la partie adverse s'est ralliée immédiatement, puis d'ailleurs, on a gagné l'élection qui a suivi avec 4000 de majorité. Justement, donc, tu es devenu député du comté de Gaspé en 85, un peu plus tard dans l'année après la convention à Rivière-Nord. Tu as eu un deuxième mandat par la suite. C'était comment la vie de politicien dans les années 80-90? Ça ressemblait à quoi une vie typique de politicien? Moi, je pense que tous ceux qui ont été députés du comté de Gaspé, soit provincial, soit fédéral, pourraient dire la même chose. Là. Pour un député d'une région éloignée, c'est tout un défi, c'est toute une organisation. D'abord, le comté était immense. Moi, dans le comté, j'avais 3 bureaux. J'avais un bureau à Mont-Louis, un bureau à Gaspé et un bureau à Grande-Rivière. Alors, durant les sessions, qui duraient, disons, de février, mars à juin et de septembre à décembre. Chaque fin de semaine, je descendais dans un bureau. Puis la 4e fin de semaine, je restais à Québec. Puis Lise venait me retrouver à Québec. Et le travail, c'était de travailler avec les municipalités particulièrement. Puis avec les groupes sociaux, là, on a réussi à faire des belles réalisations durant cette époque-là, avec les conseils municipaux, puis avec les organisations, Club d'âge d'or, les associations de personnes handicapées, etc. Est-ce que tu peux en nommer justement quelques réalisations que tu as faites pendant tes 2 mandats? Moi, disons que quand je suis allé en politique, ce que j'avais constaté dans le domaine de l'éducation, c'est que dans la région de la Gaspésie, en particulier dans le comté de Gaspé, que les écoles primaires avaient été abandonnées. Je me suis efforcé avec les différents ministres d'éducation qui étaient là à faire des rénovations dans des écoles. On a fait une quinzaine. On a rénové des écoles, une quinzaine dans le comté, entre Newport et Cloridon. L'autre mandat que je m'étais donné, c'est qu'il y avait une carence de logement pour des familles, puis pour des personnes âgées en particulier. Alors ça aussi, là, on a construit une quinzaine de résidences pour personnes âgées durant cette époque-là. Puis là, je parle pas, disons, des routes, puis des soutiens à la voirie dans différents domaines. Création d'emplois aussi durant l'été avec le ministère des Transports et le ministère des Forêts. Bon, bref. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire en collaboration avec les forces du milieu. Puis aujourd'hui, quand je me promène dans le comté, je peux aller n'importe où, puis je suis fier de ce qui a été fait. Puis je pense que tous les députés pourraient dire la même chose. Je ne suis pas un cas unique. Justement, pendant ton deuxième mandat, il y a un beau moment qui est ressorti de ça, c'est quand tu as pris la parole à l'Assemblée nationale, même si tu n'étais pas ministre, puis c'était pas la coutume à l'époque de prendre parole quand on n'était pas ministre. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote un peu, comment c'est arrivé à ce moment-là? Alors, c'est vrai, des choses inattendues. Là. À l'Assemblée nationale, seul le premier ministre et les ministres ont l'autorité ou le droit de répondre à la période de questions, parce que leur réponse engage le gouvernement. Alors, un jour, à la période de questions, c'était Daniel Johnson, c'était la dernière partie de mon mandat, Daniel Johnson qui était premier ministre, qui avait remplacé M. Bourassa, qui avait démissionné, puis Pierre Paradis. J'étais assis, à l'Assemblée nationale, j'étais assis en arrière d'eux autres. Il y a une question de l'opposition en matière de pêche, au ministre des Pêches. Et le ministre des Pêches n'est pas là. Alors, l'opposition savait que le ministre des Pêches n'allait pas être là. Alors, il y avait l'impression de faire répondre le leader parlementaire ou le premier ministre qui connaissait absolument rien dans le domaine des pêches. Alors,
la question est posée. Le leader parlementaire, Pierre Paradis, ne sait pas ce qu'il va faire. Daniel Johnson se tourne vers moi et il me dit, peux-tu répondre à cette question-là? Je dis oui. Je dis oui. Parce que tu connaissais le sujet parfaitement. Je connaissais le sujet parce que le sujet, c'était le résultat d'une rencontre qu'il y avait eu dans une usine de pêche de mon comté, où il y avait quelqu'un de ma gang qui était là, qui m'avait raconté ça le lendemain de la réunion. Je savais exactement tous les détails de ce qui s'était passé là. La question de l'opposition portait sur cette rencontre-là. Alors, c'était la première fois qu'un député au pouvoir répondait au nom du gouvernement à une question de l'opposition. D'ailleurs, j'ai remercié pendant plusieurs années, je le remercie encore, parce que le député qui a posé cette question-là, c'était le député de Bonaventure, mon ami Marcel Landry, à qui j'ai parlé la semaine passée, parce que malheureusement, il a perdu sa mère, fait que je l'ai appelé. Et j'avais dit à Marcel Landry après, je lui ai dit, tu m'as rendu le service de ma carrière politique à l'Assemblée nationale. Alors, c'était un beau moment. Puis où cette anecdote-là, est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que tu gardes en tête là, de l'Assemblée nationale, d'autres beaux moments qui sont passés? Des beaux moments, disons que ma mémoire, c'est les personnages que j'ai pu rencontrer, tu sais, qui ont guidé l'histoire du Québec et l'histoire du pays aussi, parce qu'il y avait des relations avec... c'était Brian Mulroney qui était premier ministre du Canada à ce moment-là. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai eu à participer à des missions à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays aussi, dans l'Ouest. Et j'ai été adjoint parlementaire aux pêches, ce qui m'a permis, disons, d'être très proche des ministres des pêches qui n'étaient pas nécessairement familiers avec le domaine. Alors, ils se fiaient beaucoup sur moi. Puis, alors, ça m'a permis de rencontrer des gens des maritimes à l'extérieur, même à Terre-Neuve. Et ici au Québec, disons sur la Gaspésie, la Côte-Nord, la basse Côte-Nord. Et à chaque fois que je vois Randy Jones, que je vois à la télévision, qui est maire d'une municipalité de la basse Côte-Nord, ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'il faisait exprès, un anglophone, puis il faisait exprès pour, je me souviens de Michel Pagé, qui était ministre des Pêches, il faisait exprès pour forcer Michel Pagé à parler anglais. Il ne parlait pas anglais, Michel Pagé, mais il disait quelques mots, puis à chaque fois, il faisait exprès. Hein. Chaque fois que je vois Randy Jones à la télévision, ça me fait rire, ça me fait sourire. Est-ce que, pour faire un peu de millage sur ta réponse, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont vraiment marqué, que tu as rencontrés ou que tu as peut-être même été impressionné en les rencontrant? J'imagine les premiers ministres, ça doit être... C'est impressionnant quand même si on est dans le milieu. Oui. Robert Bourassa, c'était un homme qui était, disons, qui a peut-être une apparence de froideur, mais c'était un homme qui était très à l'écoute de ses députés. J'ai été à son bureau à plusieurs reprises. À chaque fois que j'ai été nommé adjoint parlementaire, j'ai été à son bureau. Jacques Chagnon, qui était président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années, autant avec les libéraux qu'avec le Parti québécois. C'est un autre personnage que j'ai reçu même ici dans le salon, parce que c'est un pêcheur de saumon qui venait à Grande-Rivière souvent. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, c'était un personnage que j'ai aimé, que j'ai admiré. C'est un ancien président aussi de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Alors, je l'avais connu un peu avant d'arriver en politique. Brian Mulroney, que j'ai rencontré à quelques reprises. Il y a plusieurs personnages. C'est sûr que quand tu vas en politique, les personnages politiques, c'est naturel d'en rencontrer quelques-uns qui te marquent. J'ai rencontré aussi Jean Chrétien à plusieurs reprises. Autant dans le comté ici, alors qu'il était ministre à Ottawa, mais à un moment donné, il s'est retiré, puis il participait aux assemblées du Parti libéral du Québec. Puis j'ai eu l'occasion d'être assis une fois à côté de lui en session là, de travail. Lui aussi, veut dire, m'a impressionné. Lui, il parlait le langage du peuple. Même si c'était un gars qui avait une bonne éducation, c'était un universitaire. Il parlait le langage du peuple, mais il écoutait aussi le langage du peuple. Jean Chrétien m'a vraiment impressionné. Là. Puis aussi, ça t'a permis de voyager, là, la politique, comme tu as mentionné tantôt. Tu es allé dans l'Ouest, tu es allé en France aussi grâce à la politique. Oui. Je suis allé en France en 1994, la dernière année de mon mandat. Je suis allé avec l'Assemblée des parlementaires de langue française.
j'oublierai jamais ce passage-là parce que c'était à la suite du massacre du Rwanda. Ouais. Et le général Dallaire avait fait une conférence. Et j'ai gardé un souvenir de ça. C'était pas nécessairement un bon souvenir, là, mais c'est un souvenir qui m'a marqué. Pour finir là, la partie politique là, de l'entrevue, aujourd'hui, tu es toujours aussi attentif à la politique, tu suis pas mal toujours l'actualité? Je suis d'actualité, mais je ne suis pas actif en politique. D'ailleurs, j'ai des amis moi, dans tous les partis politiques. Là. Et c'est sûr que la politique m'intéresse. Puis je suis religieusement les nouvelles chaque jour. Puis ben là, la période qu'on est en train de passer, moi je pense que les deux gouvernements, les deux premiers ministres, ont fait figure de gens qui ont compris la situation, qui ont compris la situation de gens qui étaient les plus mal pris. Oui, bien sûr que je suis la politique, mais je ne fais pas de politique active. Un politicien un jour, politicien toujours. Oui, ben dans l'ombre. Dans l'ombre, donc ça, à la fin de ton deuxième mandat, tu as décidé de ne pas te représenter. Tu pensais avoir fait tout ce que tu avais à faire. Tu es revenu en Gaspésie quelques années encore dans le milieu de l'enseignement, mais ça n'a pas continué. Tu as décidé de prendre ta retraite. Ça a coïncidé les 2 années que je suis revenu. J'étais à la polyvalente de Chandler, la polyvalente de Monseigneur-Sévigné. Puis j'avais deux rôles. J'avais le rôle de directeur adjoint, puis j'avais le rôle de directeur du CFR, qui était un centre de formation en entreprise et en récupération. D'ailleurs, qui a donné naissance au centre de tri régional qui est installé à Grande-Rivière. Ça a coïncidé avec mon problème de santé. J'ai décidé en 1997, j'avais de la misère, disons, un problème de vision. J'ai décidé que c'était assez. Là. Puis, alors je me suis retiré. Puis ça a été, je pense, des années un peu plus difficiles là, autour de ces années-là. Puis finalement, il y a un événement qui t'a donné le goût de continuer à t'impliquer et d'avoir une retraite active, si on peut dire. En 99, 2 ans, j'ai été 2 ans, disons, inactif, là, parce que physiquement puis moralement, je me sentais pas bien. Et ouais, en 99, un pur hasard me fait rencontrer un monsieur que je connaissais pas du tout, c'est un monsieur Chandler. Et lui, il éprouvait des problèmes avec le problème de sang contaminé. C'était l'époque de la saga du sang contaminé. Puis il me raconte son histoire, puis son histoire me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de pas juste, d'injuste dans son dossier. Puis il me demande si je pouvais faire quelque chose pour lui. Il me dit, c'était M. Blanchette, qui est décédé aujourd'hui. Il me dit, je ne sais pas ce que je peux faire, mais en tout cas, je peux regarder ça. À cette époque-là, j'avais encore certains contacts avec le gouvernement du Québec. Alors, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais au ministère de la Santé, puis là, j'ai raconté l'histoire, puis lui, il m'a dit à peu près quoi faire. Et là, j'ai engagé une bataille rangée avec le gouvernement fédéral qui avait confié le dossier à KPMG, qui est un bureau de comptable, qui était le bureau qui avait le mandat de distribuer les indemnités pour les victimes du sang contaminé. Alors, pour faire une histoire courte, là, ça m'a réanimé. Et là, ça a duré 2 ans, cette histoire-là. Là. Ça s'est conclu en 2001, 2 ans après. Puis, on a gagné. On a gagné au fédéral, puis on a gagné au provincial. Puis M. Blanchette a reçu les compensations auxquelles il avait droit, puis pour lesquelles il se battait depuis une quinzaine d'années. Alors ça m'a remis sur le plancher de l'activité. Et là, ben, je me suis occupé après ça de plusieurs dossiers. Là. Mais ce projet-là, on a amené un autre. Justement, en 2001, c'est le début de la STER, comme on a parlé au début. C'est ça.
Puis là, on se côtoie presque à tous les jours. Puis il y a encore plein de personnes qui viennent te voir quand ils ont des petits problèmes pour essayer d'avoir des conseils ou essayer de voir comment ils vont s'en sortir. Donc, tu es toujours impliqué là, activement à Grande-Rivière pour aider ton prochain. Oui, je veux dire, j'ai participé à beaucoup de choses, Chevalier Colomb, Chevalier Colomb, à l'église, au conseil municipal de temps en temps, particulièrement aux fêtes du 150e. Donc, j'ai fait plusieurs choses. La seule chose que je suis plus en mesure de faire, puis que là, j'essaie de faire comprendre aux gens qui viennent me voir. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, des problèmes de la CSST, des problèmes avec différents ministères. J'ai plus de contact. J'ai plus de contact. Les gens que j'ai connus, soit ils sont à la retraite ou bien ils sont morts. Fait que j'ai plus de difficultés à faire ça. Puis là, je fais comprendre aux gens que moi, les problèmes, disons, avec le gouvernement, soit fédéral ou provincial, je les réfère au bureau de député, au bureau de Diane Boutillier, puis au bureau de Mégane au provincial. Un dernier projet qu'on n'a pas abordé, mais qui t'a suivi toute ta vie, c'est le Camp Bellefeuille. Tu as été membre fondateur, je crois, du Camp Bellefeuille. Là, dans les dernières années, un peu moins actif, mais ça t'a suivi un peu toute ta vie, ce projet-là. C'était quoi ton rôle là-dedans au Camp Bellefeuille? Au Camp Bellefeuille, c'est avec Martin Arsenault, Raymond Carboré, puis Michel Cauvier, à ce moment-là, qui était étudiant. C'est avec eux autres qu'on a commencé, puis on a eu cette idée-là à partir d'une rencontre qu'on avait eue avec... c'était à l'époque où il commençait à rentrer de la drogue dans les écoles. Puis on avait fait demander un personnage là, que je n'oublierai pas, c'est un M. Boudreau, il venait de Moncton, qui s'occupait, lui, de la prévention des drogues. Et lui, il nous avait dit, la parole, là, ça donne pas grand-chose, la parole. Il faut poser des gestes. Il faut poser des gestes, veut dire que tout le monde va voir. Et vous autres, ce que vous devriez faire, vous voulez vous occuper des jeunes, partez une colonie de vacances. Martin Arsenault, lui, qui avait déjà été moniteur dans le temps qu'il était étudiant au camp Tekakwitha, aux États-Unis, lui, ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Alors, il nous a embrigadés là-dedans, puis on a fini par mettre sur pied un comité qui a commencé la Bellefeuille en 1974. Puis aujourd'hui, ben, disons que c'est reconnu provincialement, puis même à l'extérieur du Québec. Bellefeuille est reconnu. Moi, j'ai été président à 2 reprises. Puis j'ai fait une trentaine d'années, 33 ans de bénévolat là, à Basse-Fenêtre. Des soupers bénéfices, entre autres. Pardon? Des soupers bénéfices, entre autres. Oui, les soupers bénéfices. On faisait des soupers bénéfices qui étaient très, très payants. Puis on refusait du monde. Les soupers bénéfices, on a eu aussi la collaboration des Chevaliers de Colomb ont été des collaborateurs de premier plan dans la mise en place. Puis pendant un certain nombre d'années, on supportait Bellefeuille. Aujourd'hui, il y a moins de bénévoles parce que c'est une organisation, disons, qui a des revenus, puis qui est capable de vivre. Là. Quoique là, cet été, ils passent un mauvais quart d'heure parce que ne peuvent pas ouvrir la colonie de vacances avec hébergement. Fait que, ouais. Mais Bellefeuille, oui, ça fait partie des bons souvenirs, des bons souvenirs. Grand-papa, j'étais très content de pouvoir faire cette entrevue-là avec toi. Par contre, là, comme on a dit, on est dans un lieu qui a été important pour toi les dernières années. On va aller finir l'entrevue dans un autre lieu qui a été important dans ta vie. Donc, on va aller conclure l'entrevue là-bas, si ça te va. Ah, pas de problème. Moi, parfait. Je te suis. On s'en va là. Grand-père, on est de retour sur le terrain de la maison où tu as passé ta vie, en fait, jusqu'en 2003. Ouais. Ça fait spécial de revenir dans la maison. Ça fait très spécial. Là, ouais. Quand je regarde la maison, je veux dire, elle n'a pas changé depuis 88. En 88, avant 88, elle était située tout près de la rue. Elle était à peu près à 15 pieds de la rue. Alors, quand ils ont refait la route ici, on a décidé de la reculer en 88. Puis, il y a eu le revêtement extérieur qui a été changé. Et là, depuis 2003, là,
La seule chose, c'est le tour de galerie qui a changé. Le reste de la maison est intact. Ouais. Vécu mon enfance ici. J'ai fait de l'équitation dans le champ en arrière. Ouais. J'ai appris à conduire la voiture en arrière ici aussi. Là. Plusieurs souvenirs de la famille aussi qui Ben là, disons, mes sœurs, Paulette, Janine, Pierrette, malheureusement disparues. Et après ça, disons que, bon, je suis marié en 64. Lynn est venue au monde en 66, Michel en 68. Après ça, ben là, on a vécu la famille, puis les enfants sont partis aux études. Puis heureusement, pendant qu'ils étaient aux études à l'extérieur, ils étaient à Québec. Moi, j'étais à Québec à ce moment-là. Ils ont resté avec moi. Mais Lise était ici. Mon père est décédé en 66, l'année que ta mère est venue au monde. Puis ma mère est restée, elle, jusqu'en 96. Puis Lise est toujours, ta grand-mère, s'est toujours occupée de ma mère jusqu'à la fin. Puis on a vécu heureux ici, là. Puis là, bien, vous autres, vous êtes arrivés, un après l'autre. Puis je me souviens de vous avoir promené dans le chariot du tracteur en pelouse en arrière ici. Le petit garage, puis les pruniers qu'il y avait en arrière, ramasser les prunes. Après ça, on faisait les rues pour aller donner les prunes, parce que nous autres, on ne mangeait pas ça. Ouais. Et ouais. Les voisins aussi, mon voisin de ce côté-là, ils sont partis. La maison n'est plus là. De l'autre côté, Michel Wittom est arrivé après. Après ça, il y avait chez Donna Baudin. En face, c'est Xavier Leblanc. Puis il y avait la famille des Hotons. Mes chums, c'est les Hotons. Puis une petite blonde, là, quand j'avais 10-12 ans, là, une petite Boudreau, Réjeanne Boudreau. C'était mon univers. La maison qui est là a été déménagée en 88. Elle n'était pas là. Fait qu'on avait une vue sur la mer. Et ouais, puis on avait un grand terrain. On pouvait s'amuser allègrement. Puis on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de moments heureux ici. Là. Ouais. Ouais. Jusqu'en 2003, disons que moi, j'étais plus capable d'entretenir le terrain. Lise aussi, c'était un grand terrain. Ici, là, il y avait beaucoup plus de fleurs qu'il y en a là. Ta grand-mère, là, c'était une femme aux fleurs. Il y en avait partout, en avant, en arrière. Il y avait un jardin sur le coin du terrain en arrière. Puis, ouais, c'était un environnement de rêve. Il y a beaucoup de maisons qui se vendent là, actuellement en face. Ça a été vendu aussi. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à Grande-Rivière, là, qui s'installent. C'est bon pour Grande-Rivière. Mais si je reviens à la maison ici, là, puis la famille a vraiment vécu des moments heureux. Puis, je pensais pas de me retrouver ici un matin. C'est vraiment une surprise. Je te remercie beaucoup. Ouais. Ouais. Moi non plus, je n'étais pas revenu depuis 2003 non plus. Ouais. Je n'étais pas venu dans ce temps-là. Ouais. Ben, moi, je viens souvent chez Michel parce qu'on travaille ensemble au Chevalier de Colomb. Et je jette un coup d'œil, mais disons que pas plus. Je veux dire qu'il ne faudrait pas pousser trop là, que j'aille la larme à l'œil. Ben... Pas parce que j'ai de la peine, mais parce que ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Puis, ouais. Ben, merci beaucoup de m'avoir amené ici. Grand-père, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir pris le temps de partager tes expériences puis une partie de ta vie avec moi aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Ah bon, merci beaucoup. Puis je remercie notre caméraman aussi, merci Alain. Je veux dire et là, il m'a appris le matin que j'ai été son directeur. Il était tellement tranquille que je pense qu'il n'est pas plus mal commode aujourd'hui non plus. Merci beaucoup. Il était tellement tranquille. Merci. Merci beaucoup.